Nous sommes 120 et quelques personnes et nous allons commencer. Bonjour, bonsoir à tous, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Bienvenue à la série d'ateliers Communiquer la science pour faciliter l'application des résultats de la recherche aux politiques et aux pratiques. Cet événement vous est proposé par le Malawi Liverpool Welcome Programme et le programme Applying Research to Policy and Practice for Health. Je m'appelle Kevin Nixia. Je vais m'occuper de cette séance aujourd'hui. Je suis au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Je suis en Éthiopie. Je soutiens le travail des CDC africains en matière de politique, de diplomatie sanitaire et de communication dans le cadre des efforts déployés pour aider les États membres de l'Union africaine à répondre aux urgences de santé publique. Je suis ravie d'être jointe aujourd'hui par notre conférencière Lindiwe Bandazi Mafuleka et par l'équipe du Global Health Network. Nous allons vous dire un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. En mars 2020, le Global Health Network, en collaboration avec le programme de politique et de pratique, a mis en place le rôle de la communication scientifique en tant que moteur essentiel de l'adoption de la recherche. À partir de là, nous avons fait des mises en jour et différentes parties prenantes ont été identifiées dans cet exercice de cartographie. Il s'agit des chercheurs, des journalistes, des décideurs politiques, des organisations de défense des droits, et ces groupes ont été identifiés et ont montré qu'ils jouent un rôle important dans la façon dont les résultats scientifiques sont communiqués, interprétés et intégrés dans les politiques et les pratiques. Donc, dans cette série d'ateliers en 3 parties, nous avons travaillé en partenariat avec des experts pour présenter l'atelier Communiquer la science pour faciliter l'adoption des résultats de la recherche dans les politiques et les pratiques. La série d'aujourd'hui est une suite des 2 séries antérieures. La première était comment parler au public de sujets controversés en sciences le 21 juin. La deuxième était comment rédiger une note de synthèse mardi 28 juin. Et aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont on peut communiquer avec les journalistes. Les principaux objectifs de cet atelier sont comprendre les raisons de discuter d'informations scientifiques avec les médias, reconnaître les moyens de communiquer avec les journalistes, identifier des conseils pour réaliser des interviews. Pour vous donner un petit peu de contexte, cet atelier va durer 2 heures. L'enseignement sera une combinaison de présentation et de questions-réponses. Avant de commencer, et je vous dirai que nous avons un service d'internet envoyé par email une fois que vous aurez rempli ces conditions. Je vais maintenant présenter notre intervenant qui va nous parler de la façon dont on doit communiquer avec le journaliste. Lindy Wibandazi, responsable de la communication et de l'engagement du public au sein du Malawi Liverpool Welcome Programme, institution de recherche basée au Malawi et affiliée au Kamuzu College of Health Science, à la Liverpool School of Tropical Medicine et à l'Université de Liverpool. Dans son rôle, elle dirige une équipe de professionnels de la communication et de l'engagement pour mener à bien les stratégies de communication et d'engagement dont les principaux objectifs sont de promouvoir des pratiques de recherche éthique et de faciliter la communication bidirectionnelle entre les chercheurs et le public et d'accroître la visibilité des recherches menées par MLW. Nous lui donnons donc la parole. Merci. Excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup, Kelvin. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et merci de cette présentation. Je suis Lindy Wee, je travaille pour le programme de Malawi Liverpool Welcome. Il s'agit d'une institution qui fait des recherches, qui est basée au Malawi, et mon rôle est de promouvoir la communication et la participation de ces stratégies afin de les mettre en œuvre et de les impulser. Nous voulons promouvoir la participation des médias aussi et la communication bidirectionnelle avec les chercheurs. Je suis journaliste et par conséquent,
Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous pouvez me dire que vous m'entendez bien? May I continue, Kelvin? Yeah, please. Oui. We can't hear you Vous pouvez clearly. continuer. On ne vous entend pas très, très bien. Si vous pouviez augmenter un petit peu le volume de votre audio, ce serait meilleur. Now, great. Bien, merci beaucoup. Ça va un petit peu mieux. Just Je m'excuse, hein. repeat what I said. So I'm a communications professional, but Donc, je suis dans le domaine de la communication, dans le journalisme. Je travaille au Malawi Liverpool Welcome Program, euh, qui travaille au Malawi dans le domaine de la recherche. Je travaille au département de communication et participation publique. Nos objectifs comprennent la participation du public et de la communauté et les pratiques de recherche. Notre objectif est de faciliter la communication entre les chercheurs au niveau interne et au niveau externe et avec le public en général. Aujourd'hui, vous allez entendre un des trois objectifs que nous promouvons dans la stratégie de communication et de participation dans notre centre de travail. Cela est lié à la participation des médias. Donc aujourd'hui, à partir du thème de cet atelier, je vais vous présenter mes expériences et quelques suggestions de choses que nous faisons lorsque nous travaillons avec des journalistes. Donc, je vais vous présenter partager mon écran et faire ma présentation. interest as well as attention. All right. I believe that my screen is up and you're Voilà. all able to see it. Vous devez voir mon écran maintenant, hein. J'ai partagé mon écran. Kelvin is Donc, narrating, comme je vous l'ai dit, we have comme three Kelvin aims l'a dit for our aussi, nous conversation avons today. trois principaux objectifs That is pour notre one, présentation discuss the d'aujourd'hui. reasons for Voilà discussing ces trois objectifs. Le premier, comprendre les raisons pour what discuter l'information the scientifique avec les ways that médias. one can Ensuite, communicate je with vous journalists, présenterai les how one différentes can use manières it to de communiquer communicate avec with les them, journalistes. what I believe Et are the ensuite, best ways to je do it, vous donnerai and quelques conseils, the les journalists. conseils les plus utiles, à mon So avis, to pour start effectuer off, des interviews avec donc, les journalistes. Donc, nous allons commencer I consider why science et communication je dirais is d'abord qu'il est so important important. que l'on I would also say considère that les raisons pour lesquelles la this seminar has communication au niveau a scientifique est very strong importante. communication core. La plupart d'entre nous It is ici really so simple savons for the rest of pourquoi la one communication scientifique est to do importante, if we mais can en pretty much réalité, think about why science je communication vais is important. un petit peu So introduire what le I have sujet shared with you que nous allons on the aborder aujourd'hui. screen Ce is a que je definition that was given by partage avec vous, que vous Neil voyez ici deGrasse sur Tyson, l'écran, est and une définition the développée par definition calls l'Université de for Newcastle. science communication Et cette is important. définition And I want to vise read à from expliquer this pourquoi la communication scientifique So est-elle in importante et qu'est-ce qui est variety of le different plus ways, important de cette communication. Donc, il knowledge s'agit d'une variété de research is différentes used pratiques to relay visant à transmettre information des idées, des méthodes, des to connaissances, des recherches stakeholders, scientifiques pour pouvoir whether expliquer other stakeholders ce que réalisent des chercheurs, mais pour un public qui n'est pas expert, de manière simple et facile à comprendre, pour que ces informations soient utiles et que, à partir de là, le travail du journaliste puisse être facile à réaliser. Quels sont les participants de ce public non expert? it can Donc, be people like il the peut y media, avoir and that is what we are going to be mainly des focusing gens on today. qui travaillent dans les médias, So hein, on va talking se about centrer principalement là-dessus why aujourd'hui, hein. people Ça don't peut have aussi general être information. un public So non expert, un public hein, will formé really par la population en général, hein. rely on the Donc, ce sources public and non methods expert in particular va of the se research baser sur so la as to be able connaissance to relay technique this information. et sur ce que les chercheurs This of course vont is lui signaling dire that audience pour qu'il puisse ensuite retransmettre cette really want information. to Ce know public non what expert that va actually se knowledge baser vraiment and et va rely on it dépendre
des experts, de ceux qui ont une expérience technique. Ils vont se baser sur leur apport pour pouvoir comprendre ces informations. Un exemple, les législateurs, les députés doivent formuler des lois pour que tout cela soit appliqué dans la société, mais ce ne sont pas des experts. Par exemple, dans le domaine de la santé, ils ont besoin des connaissances techniques du chercheur, de l'homme de science, pour pouvoir interpréter ces informations ensuite. Un autre exemple intéressant, hein, c'est le cas de notre acteur de public non expert, ce sont les journalistes. Donc, ici, je vous présente ce que sont les principales raisons pour lesquelles on considère les journalistes comme des acteurs clés dans le domaine de la diffusion scientifique. Première chose, ils peuvent communiquer avec un public beaucoup plus large, bien sûr, de manière rapide, de manière efficace à travers les médias, bien sûr, et c'est notable si on compare cela à une personne qui ne travaille pas dans les médias, bien sûr. Les journalistes ont accès aux médias, aux médias massifs et ont accès à la technologie associée à ces médias, bien sûr. Quand on parle de chaînes de communication, de médias, on parle de télévision, radio, technologie numérique, Internet, plateformes de réseaux sociaux, etc. Et les journalistes ont accès à ces outils, savent les utiliser et par conséquent, ils peuvent communiquer avec un segment important de la population de manière rapide et efficace, beaucoup plus que ce que pourrait faire un chercheur. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur cette citation de Edward Bulwer-Lytton de 1839 qui dit que la plume est plus utile et plus puissante que l'épée. Quand on pense à une plume, on pense à un stylo. Quand un journaliste peut diffuser une nouvelle importante, cela va avoir un grand impact sur la société. Dans le cas de la pandémie de COVID-19. Lorsque la maladie a commencé à se diffuser au début de l'année ou à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020, les journalistes parlaient de cela. On ne parlait plus que de COVID et tout le monde se connectait à la radio, à Internet, à la télévision pour chercher des informations, des nouvelles sur ce virus qui est circulait et qui causait de graves dégâts. Et on se rend compte que dans le cas de la COVID, la plume a été très, très importante, a joué un rôle très important. Une autre raison pour laquelle je considère que les journalistes sont des acteurs clés dans le domaine de la communication scientifique, c'est qu'ils doivent informer et peuvent devenir comme cela des gardiens. Et les journalistes considèrent que leur rôle est de diffuser ce qui se passe dans la communauté auprès du public, auprès du grand public. C'est une responsabilité qu'ils assument. Cela veut dire qu'ils vont chercher des informations importantes dans certains domaines, des informations pertinentes et qu'ils vont partager ensuite avec le grand public. Étant donné cette caractéristique, le journaliste est un acteur clé de la communication scientifique et il joue un rôle clé dans le domaine de la santé publique. Par conséquent, ce chercheur doit trouver la façon d'échanger avec un journaliste de façon à s'assurer que le journaliste va partager les données qui lui seront fournies. Ce journaliste aura aussi une grande responsabilité face au public concernant la façon dont il va partager cette information. Cela fonctionne bien lorsque le journaliste est indépendant, lorsque le journaliste travaille pour un journal indépendant et libre, parce que si l'on a le cas d'un journal qui est
tendancieux. Cela se devient compliqué pour les journalistes d'avoir une liberté pour informer. Je partage avec vous tout cela parce que c'est important. Les journalistes ont ce sens de la responsabilité, ce devoir d'informer, mais il peut y avoir aussi et des craintes qui surgissent, hein. Donc, nous devons tenir compte de tout cela, hein. Et finalement, un dernier aspect important dans toute cette question des journalistes, c'est que les journalistes ont un flair particulier pour les nouvelles, pour identifier les informations que d'autres ne peuvent pas identifier. Donc, ils ont un peu cet instinct, hein, de ce qui est vraiment une grande nouvelle et ils peuvent voir ce que d'autres ne voient pas. Par conséquent, lorsqu'on parle du, du journalisme de recherche, hein, on peut voir que certains journalistes, des fois, enquêtent, hein, pour enquêtent sur des affaires de corruption, sur des affaires de d'injustice sociale, ce type de choses. Et c'est le travail donc des journalistes, hein, qui doivent avoir cet instinct, hein, pour trouver les nouvelles et pour aborder des questions qui ne sont pas dénoncées. Donc, on peut comme cela bien comprendre pourquoi il est important de considérer les journalistes comme des acteurs clés et nous devons penser à notre science, à notre travail comme chercheurs et penser à ce qui peut avoir un impact sur la communauté et comment est-ce que les différents acteurs peuvent avoir et peuvent être au courant de tout cela de façon à mieux planifier la façon dont on communique. So Passons maintenant à la question suivante. Comment les scientifiques et les chercheurs peuvent-ils aider les journalistes à raconter leurs histoires en quelque sorte? Comment peuvent-ils les aider à nous relater les différentes découvertes? Alors, je voudrais attirer votre attention sur les sources des journalistes. Où est-ce que les journalistes trouvent leurs nouvelles? Parce que un reporter va chercher ces actualités à des endroits précis. Et donc, ce sera plus facile, une fois que ces sources sont identifiées, ce sera plus facile pour le chercheur mm, d'obtenir l'attention des journalistes en allant présenter ces informations, ces résultats de recherche directement dans ces sources. Donc, traditionnellement, les médias cherchent et consultent les rapports, les communiqués de presse et puis les sites web également des différentes organisations, entreprises. Ils lisent également les notes de synthèse qui sont émises et publiées à leur attention également. Ils réalisent également des entretiens avec les chercheurs ou les personnes impliqués dans l'élaboration de ces résultats de recherche. Et puis, ils participent également aux événements organisés à l'attention des médias. Alors, je mentionne dès maintenant que les réseaux sociaux ont ajouté une nouvelle dimension à cela. Je ne fais que introduire ce concept pour le moment, mais j'en parlerai plus en détail dans la diapositive suivante. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, les scientifiques peuvent utiliser cette source traditionnelle pour partager leur travail. Alors, nous avons les communiqués de presse, comme je l'ai dit, les notes de synthèse, les publications sur des sites web dédiés. Nous avons tous des sites web institutionnels sur lesquels nous pouvons partager des informations avec le public. Nous avons également des plateformes de réseaux sociaux qui peuvent être utilisées également pour partager des informations avec le public. Et donc,
ce sont les plateformes que vous pouvez utiliser pour atteindre, pour joindre le public que vous souhaitez toucher. Alors, si l'on veut, par exemple, obtenir que des journalistes publient des informations sur des médias traditionnels, quelques points à considérer. Tout d'abord, premier point très important, c'est le langage utilisé. Alors, je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ces points à considérer, mais il est toujours utile de les rappeler. En effet, en matière de langage ou de langue, le point le plus important à retenir, c'est d'éviter l'excès de jargon. Il vous faut tenter d'éviter le jargon très technique ou, dans le cas où vous n'avez pas d'autre option, vous devez l'expliquer immédiatement après l'avoir utilisé, après avoir utilisé un terme technique. En effet, il est important d'éviter d'introduire davantage de confusion. Vous cherchez à éclaircir un sujet, à informer, et non pas à ajouter de la confusion auprès de vos lecteurs ou interlocuteurs. Les reporters spécialisés sont peu nombreux. La plupart sont des journalistes généralistes, des journalistes qui sont habitués plutôt à interviewer des personnes, des hommes politiques, des représentants du monde de la santé, du sport. Et donc, il faut garder cela à l'esprit. Bien se souvenir que les interlocuteurs ne seront pas forcément très familiers des sujets que vous allez traiter. Donc, évitez d'utiliser trop de jargon très technique parce que votre message ne sera pas compris, pas transmis. Par ailleurs, la recherche peut être très novatrice et dans ce cas-là, de la même manière, le message passera difficilement. En tous les cas, il sera encore plus important d'utiliser un langage simple pour transmettre vos idées. Alors, comment éviter le jargon? C'est une question que l'on se pose tous. Donc, dans un premier temps, si vous n'avez pas d'autre option que d'utiliser un terme technique, expliquez-le immédiatement. Et par ailleurs, vous avez des outils en ligne tels que l'outil UpGower 5 qui est un éditeur de texte et qui vous permet de limiter le nombre de termes techniques ou de termes utilisés dans votre texte, en fait. Il vous permet d'utiliser seulement des termes généraux, non techniques, dans la rédaction d'un texte. Alors, c'est un outil que je n'ai pas moi-même utilisé beaucoup, mais je sais qu'il peut s'agir d'un outil particulièrement utile, donc je vous invite à le consulter. En fait, c'est un outil qui vous limite à l'utilisation de 1000 mots courants, des mots issus du langage courant. Et donc, si vous avez rédigé un communiqué de presse, vous pouvez faire un copier-coller dans cet éditeur et l'outil va surligner automatiquement les termes qui n'appartiennent pas à ces 1000 mots courants et va vous en proposer d'autres, va vous proposer des alternatives. Donc, vous pouvez essayer cet outil et j'espère que cela vous sera utile.
Autre point à considérer, outre le langage utilisé, lorsque vous communiquez via des communiqués de presse ou des discours, vous pouvez utiliser des analogies et des métaphores. Je suis certaine que vous connaissez les définitions de ces termes, mais il est toujours là aussi utile de les rappeler. Donc, une comparaison est une comparaison entre une chose et une autre, et généralement dans le but de fournir une explication, une clarification. Hein. Ça, c'est l'analogie. Pour permettre à une personne de bien comprendre ce que vous essayez d'expliquer. Et une métaphore est une chose regardée comme représentante d'un symbole ou de quelque chose d'autre. Donc, tant aussi bien l'analogie que la métaphore sont des outils, sont des manières d'expression qui permettent, dans les deux cas, de clarifier votre message et de mieux le faire passer. Autre point à considération, donner des accès. Alors, accès à vous-même, accès à votre équipe de recherche. Et pour cela, bien sûr, les réseaux sociaux sont une voie royale. En effet, si vous n'êtes pas accessible, cela sera difficile pour le reporter de s'asseoir avec vous et de vous poser des questions. Donc, il est important de bien comprendre pourquoi vous devez être accessible aux journalistes. Si vous comprenez bien l'importance d'être accessible et que vous acceptez cela comme une partie de vos responsabilités, alors tout naturellement, vous octroierez un accès aux journalistes via, par exemple, les réseaux sociaux pour qu'ils puissent vous contacter librement, vous poser des questions. Alors, si cela n'est pas vous, vous pouvez donner accès à votre équipe de travail. Bien souvent, nous travaillons au sein d'une vaste équipe. Donc, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui sera chargé d'établir le lien, de répondre aux questions des journalistes. Par chance, les réseaux sociaux ont facilité cet accès. Vous pouvez facilement être accessible en ayant une présence dans les réseaux sociaux. Par exemple, Twitter, c'est une voie populaire. Bien souvent, les chercheurs communiquent un résumé de leurs recherches via Twitter. Je crois d'ailleurs que la plupart également des reporters sont également présents sur Twitter et donc il peut y avoir des échanges entre les chercheurs et les reporters. C'est un excellent moyen de rendre public des informations. Autre élément très important à considérer, vous devez fournir du contexte lorsque vous communiquez des informations. Donc, donner des informations de contexte, expliquer la portée de votre recherche, les limitations également. Présenter toujours des faits clairs pour être bien compris de votre public. Et pourquoi j'insiste sur cela, sur le contexte? Eh bien, parce que nous vivons à une époque où les réseaux numériques ont facilité l'accès à toutes sortes d'informations et parfois le sensationnalisme prime sur les informations véritablement fondées. Donc, ce qui a le plus de succès,
ce sont les informations épicées, piquantes qui suscitent l'intérêt du public au détriment parfois d'informations fondées avec des renseignements complémentaires et vérifiés. Et donc, je crois que pour lutter contre ce sensationnalisme, cette mauvaise représentation, cette transmission parfois erronée des informations dans le but de les transformer en événements plus sensationnalistes, justement, je crois qu'il est important de se concentrer sur des statistiques, par exemple, et donc des faits clairs, fondés, étayés. Vous pouvez, par exemple, donner la parole à un expert qui donnera sa perspective et son avis direct sur la recherche et les résultats que vous transmettez. Autre point à considérer, être concis. Je sais bien que vous voulez tout expliquer en long et en large vos recherches, mais vous perdez ou vous exposez au risque de perdre l'attention de votre public. Alors, on a déjà parlé de Twitter, et sur Twitter, vous n'écrivez que quelques caractères. Et c'est la plupart des informations, la plupart des informations sont transmises désormais de façon synthétique, de cette façon-là. Les personnes sont friandes d'informations claires et synthétiques, sinon vous perdez leur intérêt. Et donc, il faut garder cela à l'esprit au moment de présenter vos résultats de recherche. Utiliser notamment des titres, des puces avec des points importants que vous soulignez. Utiliser des visuels également autant que possible. C'est une façon de communiquer rapidement et clairement des informations. Et puis, notamment lorsque vous participez à un entretien dans le cadre d'une émission de télévision, notamment, vous devez au départ planifier ce que vous souhaitez dire pour éviter les mots de remplissage et la confusion. Parce que lorsque vous utilisez trop de mots de remplissage, vous pouvez perdre, noyer en quelque sorte l'essence de votre message. Et vous perdez surtout l'intérêt de votre public. Donc, il est important d'avoir bien à l'esprit l'essence de votre message, ce que vous voulez transmettre en toute occasion pour éviter justement tous ces mots de remplissage et pour éviter de perdre l'intérêt de votre public. Alors, concernant les communiqués de presse, qui sont les moyens les plus courants de communiquer des informations, ce sont les sources d'informations les plus courantes pour des journalistes. Et donc, ce sont des outils qui sont à la portée des chercheurs pour atteindre les journalistes et d'autres parties prenantes. Donc, je vais parler un petit peu plus des communiqués de presse, puisque ce sont des outils fondamentaux. Il est important de rappeler qu'un communiqué de presse est là pour communiquer de façon précise des informations importantes. Des informations qui ont une valeur pour la communauté. Concernant le format standard d'un communiqué de presse, eh bien, vous devez avoir un titre, tout d'abord, qui résume ce que vous essayez de dire. Vous devez informer de la date pour que les personnes soient conscientes que c'est une information récente. Donc, c'est très important, bien sûr, d'ajouter la date dans ce communiqué de presse. Par ailleurs,
mentionnez toujours dans un premier temps les informations les plus importantes. Et nous avons testé l'efficacité Nous avons testé des informations sur les communiqués de presse concernant les différents types de vaccins et l'efficacité des types de vaccins. Donc, nous avons dû partager ces informations avec différentes parties prenantes qui voulaient les partager avec les médias. Et donc, en l'occurrence, ce communiqué de presse mentionnait que nous avions mené une étude sur l'efficacité des vaccins et nous avions obtenu comme résultat une efficacité de 80% des vaccins. Donc, c'est un exemple pour vous faire, pour bien vous montrer qu'il s'agit de mentionner en premier les informations les plus importantes avant de donner des informations de contexte. Pourquoi? Eh bien, parce que bien souvent, les journalistes ne lisent pas le communiqué de presse jusqu'à la fin. C'est la principale raison, hein, c'est que les journalistes ne lisent pas bien souvent le communiqué jusqu'à la fin. Donc, c'est important de placer les informations les plus importantes en premier. Et puis, cela les intéresse également. Cela suscite leur intérêt dans ce que vous avez à dire. Cela suscite leur envie de lire le communiqué de presse jusqu'à la fin. Et puis, donc, dans le reste de votre communiqué, assurez-vous de résumer les informations les plus importantes. Si vous avez des statistiques, mentionnez-les. Et il est important également d'ajouter des citations d'experts. Vous pouvez ajouter vos propres citations ou les citations d'experts du sujet. Et puis, à l'issue du communiqué de presse, n'oubliez pas d'ajouter des informations de contact, comme nous l'avons vu précédemment, pour que les journalistes puissent vous contacter pour éventuellement vous demander des compléments d'information. Alors, revenons aux réseaux sociaux. Comme je le disais, les réseaux sociaux donnent une nouvelle dimension à la façon dont les nouvelles sont partagées, sont obtenues par les journalistes et par la population de façon générale. Donc, j'aimerais bien parler un petit peu plus de ce sujet. Les réseaux sociaux sont un outil de plus en plus important pour les journalistes pour trouver des informations et pour également transmettre des informations à leur public. Vous avez, par exemple, sur Twitter, de nombreuses personnes qui partagent des informations importantes et c'est la raison pour laquelle les journalistes et les chercheurs se doivent d'être présents sur Twitter. Au Malawi, nous avons, par exemple, des journaux papier, mais des journaux qui sont en ligne et qui donnent accès aux chercheurs pour communiquer directement leurs informations. Donc, c'est devenu un canal de distribution, de sensibilisation fondamentale. Les versions également en ligne des journaux. Et cela donne un nouveau pouvoir également aux journalistes d'atteindre pour atteindre et parvenir à l'oreille de nombreux auditeurs ou aux yeux de nombreux lecteurs. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il est important d'être accessible. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour vous d'avoir un réseau social, un profil pardon, sur un réseau social, celui de votre choix. Choisissez celui qui vous convient le plus,
Mais c'est important, très important, d'être présent sur les réseaux sociaux via un profil. And like I said, it's important that when you're using social media, you should be aware of the rules of Il social est media. important aussi que quand on utilise les réseaux sociaux, on tienne compte des réseaux des règles pardon, qui existent sur ces réseaux sociaux. Lorsque vous êtes sur ces réseaux sociaux, n'utilisez pas de jargon. Et un autre commentaire par rapport au jargon, If they are on their science too much and using less lorsqu'on simplifie trop la science et lorsqu'on utilise un jargon moins technique, le public a souvent l'impression qu'on s'adresse à lui en le sous-estimant, hein. Donc attention, vous devez et donc essayer d'amplifier votre public de manière à atteindre le public qui n'est pas familiarisé avec cette terminologie. Vous allez utiliser une terminologie que vous connaissez bien, mais si vous voulez atteindre un public qui, normalement, ne va pas lire des revues scientifiques, par exemple, hein, vous allez devoir simplifier ce jargon, hein. Donc, essayez d'être simple, d'être compréhensible, d'être accessible, mais aussi de fournir les choses de manière agréable, attirante, hein, avec des bases visuelles, un format qui permette d'apporter des informations. Et outre la question liée aux réseaux sociaux, il y a aussi une série de questions qui sont importantes. Et je dirais que les réseaux sociaux ont été utilisés en général et pour diffuser des questions auprès de la communauté, et les recherches, lorsqu'elles ont un impact, par exemple, quand on a parlé du vaccin, hein, de Covid, les gens cherchaient des informations pour savoir quels étaient les risques associés au vaccin, par exemple, et les réseaux sociaux et les médias ont commencé à parler de cela et à dire que les vaccins contre le Covid étaient sûrs. Et la même chose maintenant avec la variole du singe. On cherche et on essaie de se renseigner pour savoir quelles seront les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer et quel est le futur, hein, la future évolution de cette maladie de la variole du singe. Donc aujourd'hui, nous allons également parler des entretiens, des interviews avec les journalistes. Une des manières de parler avec les journalistes, c'est justement en faisant des interviews. Je vais vous donner quelques conseils généraux. Je vais vous montrer des travaux que nous avons effectués, hein. Nous connaissons aussi donc le travail de l'entretien, hein, ou de l'interview, et que l'on fait aux journalistes, avec les journalistes donc je vais vous expliquer comment on travaille quand on fait une interview avec un journaliste. D'abord, il faut faire toute une série de travail préalable, essayer de connaître le journal ou le média pour lequel travaille ce journaliste, quelles sont les tendances, hein, de ce journal ou de ce média, de manière à essayer d'atteindre votre objectif, hein. Donc, savoir quel sera le public aussi qui va recevoir ou lire ou entendre cette interview, s'il s'agit d'un public plus jeune ou plus âgé, quel sera le
profil de ce public, l'âge, l'intérêt de ce public. Donc, il vous faut connaître ce profil pour mieux savoir ce que vous allez dire. Il est important aussi de savoir quel sera bien sûr le thème de l'interview. Donc, de quoi va vouloir parler le journaliste? On peut en parler un petit peu à l'avance avec lui pour savoir de quoi va parler l'article ou le programme. Ça va vous aider à vous préparer aussi parce que vous aurez déjà certaines informations de base qui vont vous permettre de mieux préparer votre interview et de vous assurer que votre interview fonctionne correctement. Donc, se demander demander quelles seront les questions qui vont être posées. La plupart des journalistes vont vous les fournir. D'autres, des fois, ne sont pas tout à fait d'accord, mais la plupart des journalistes vont vous fournir les questions à l'avance, hein, avant l'interview. Donc, ensuite, il y aura peut-être des questions supplémentaires pour lesquelles vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer pour des questions inattendues aussi, hein. Avoir à portée de main des données, hein, avoir ces métaphores, ces analogies dont je vous ai parlé, ces exemples aussi. Essayer d'éviter le jargon trop technique, parler de manière simple et lorsque le journaliste va vous poser des questions, vous devez tenir compte du public qui va écouter ou lire cette interview. Rappelez-vous que vous devez tenir compte de ce public, de ces gens qui ensuite vont lire ou entendre cette interview. Donc, présenter les choses clairement. Rappelez-vous et de dire, par exemple, cela est important à cause de point 1, point 2, point 3. Ordonnez votre discours, répétez les points les plus importants quand c'est possible, parce que finalement, il est important que le journaliste ait bien clairement ces principaux aspects que vous voulez présenter pour que ce soit bien clair et que le public le comprenne bien. Et toujours utiliser un langage simple sans réduire l'importance de la recherche, mais pour atteindre un public général. Dire ou donner aux journalistes des arguments crédibles et de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'article et que le public soit informé de manière euh, erronée. Donc, vous pouvez donner des conseils et puis il est toujours mieux de dire la vérité, c'est toujours mieux et d'expliquer les choses clairement. Tenez compte aussi de la mécanique de l'interview. Ne parlez pas trop vite, ne parlez pas trop lentement. Essayez de changer de ton, de moduler votre voix. Tenez compte du langage corporel aussi. Si c'est un entretien ou une interview qui a lieu à la télé, il vous faut être à l'aise, hein, parce que si vous avez l'air mal à l'aise, cela va se voir, hein, sur l'écran. Donc, essayez d'être affirmatif, de faire des hochements de tête positifs. Voilà, ce sont les conseils ou les recommandations que nous pouvons vous fournir. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ce sera utile et maintenant, nous sommes à votre disposition pour les questions. Et nous sommes à votre disposition. Merci. Thank you so much, Lindiwe. That's Lindiwe, our Merci speaker for beaucoup, this session. Lindy Now I Way. think we'll Merci go beaucoup, straight to Lindy Way. Q&A. Était donc notre intervenante principale pour cette séance. Nous allons directement passer aux questions-réponses. Alors, il y a déjà quelques questions. Nous allons demander de les lire.
Merci beaucoup, Kelvin. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais encourager les participants à envoyer leurs questions dans le chat. Et Kelvin, est-ce que vous pouvez lire les questions puisque vous êtes le modérateur? Nous allons voir quelles sont les questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wema. Nous avons une question de Maurice Katunga qui demande comment est-ce qu'on peut gérer des situations dans lesquelles on a des mots techniques et scientifiques qui ne peuvent pas être traduits dans la langue locale, mais que l'on veut communiquer aux membres de la communauté à travers ce journaliste en langue locale. All right. So would it be one question at a time or several? Bien, je réponds tout de suite ou Okay, please go ahead and answer them. comme vous le voulez. All right. Yes. So this Si happens vous voulez, vous often, pouvez répondre. and I can give you my experience that Alors, cela arrive my native souvent. Je vais vous donner une expérience. our Je suis donc so ma we langue research maternelle est English. le So it becomes tchèquois quite difficult when we et visit je travaille en our anglais. community and we are Donc, required quand on to parle avec notre translate communauté, c'est questions difficile. that are simply not there Des in fois, nous English. devons traduire des So questions in most times we use analogies et pour lesquelles il n'y a to pas explain de things. That vocabulaire doesn't always work. So dans it notre is quite langue. challenging. Donc, on utilise des Sometimes analogies. C'est un grand défi, je dirais. Des fois, au lieu d'utiliser la traduction directe du mot, ce que nous faisons, c'est amplifier le mot ou donner une définition du mot pour avoir la signification du mot anglais et sa définition. C'est compliqué. Des fois, on n'a pas la possibilité d'avoir un mot et donc il faut utiliser une phrase pour aider le public à comprendre. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois, on n'a pas de traduction de certains mots en langue locale et c'est un problème. Merci beaucoup. La prochaine question est une question de Dessalines. Est-ce qu'il y a un système de tableau et expliquant comment communiquer avec les journalistes? Et quelle est la différence avec la communauté scientifique? Bien, il y a des recommandations, des conseils, indépendamment du contexte. Par exemple, ne pas utiliser le jargon technique, se préparer à l'avance. Voilà. Une fois que l'on connaît tout cela, on devrait être capable de travailler et dans de bonnes conditions et d'être préparé. Donc, une autre question maintenant de Moussa Kagne. Comment est-ce que vous recommandez de organiser les relations avec les journalistes et de construire ces relations avec les journalistes pour avoir ou passer de l'étape interview à l'étape publication d'articles? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Nous avons un projet pour travailler avec les médias et nous demandons aux journalistes, dans le cadre de ce projet, nous demandons aux journalistes de demander à participer à ce projet. Une fois qu'ils le font, on les prépare avec le chercheur. On organise ce que l'on appelle un co-learning, co-apprentissage. Donc, ce sont des journalistes qui seront en espèce de stage. Ils vont travailler avec les scientifiques. Les chercheurs, du coup, en apprennent davantage sur ce qui concerne les journalistes, sur la façon d'écrire des articles, sur la façon de travailler avec les réseaux sociaux. Donc, c'est une expérience intéressante de compréhension, d'apprentissage et c'est une manière aussi de se préparer pour faire un co-apprentissage. Donc, on a des réunions
trimestriel. On invite les journalistes à participer à certaines présentations. On leur explique comment avancent les recherches et les chercheurs expliquent ce qu'ils font, pourquoi ils font telle ou telle recherche, quelle méthode utiliser. C'est une manière donc de divulguer auprès des journalistes ce que l'on fait dans le cadre d'une recherche. Programme qui fonctionne bien, je dirais, et qui a eu un impact tout à fait positif dans notre programme MLVW. Je vais ajouter un petit peu de contexte à cette question. Il est important aussi que les chercheurs fassent des recherches sur le canal ou la chaîne de télévision ou le journaliste qui va venir les interviewer. C'est important, hein? Donc, il faut savoir quel est le public pour pouvoir mieux comprendre quelle peut être la relation. Certains journalistes ont une approche, d'autres une autre approche. Nous allons maintenant passer à la prochaine question. Comment est-ce qu'on peut agir quand quelque chose a été utilisé, mal interprété, utilisé hors contexte? Voilà. C'est quelque chose qui, hélas, arrive. Ce que l'on peut faire dans ce contexte, c'est essayer de voir ce que l'on peut faire pour se protéger. Et puis, on peut aussi écrire un article pour le journaliste et faire voir le contexte. Si le journaliste est une personne que l'on connaît, avec laquelle on a une bonne relation, il ne va pas se vexer, il ne va pas considérer cela comme une censure, hein. Donc, voir ce qu'il a écrit, s'il a eu une erreur, s'il est sorti, s'il a retiré quelque chose de son contexte, et si c'est le cas, il faut le lui dire. Et si vous voyez qu'il y a eu un malentendu et quelque chose qui n'a pas été bien transmis, il faut entrer en contact avec le journaliste et dire il y a eu un problème de compréhension et le journaliste va s'excuser, va dire ensuite, va écrire qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu une communication erronée. C'est important. C'est plus facile à faire sur les réseaux sociaux parce que des fois, on peut revenir sur des interprétations qui ont été données et dire il y a eu une erreur dans l'interprétation. Ce que cette personne voulait dire, c'était telle ou telle chose. À ce moment-là, on demande des excuses. Merci beaucoup. N'hésitez pas à utiliser donc la partie pour poser vos questions. Il y a encore plusieurs questions, hein, donc allez-y. La prochaine question vient de Abdil Kari qui nous demande comment vous communiquez avec des groupes spéciaux. Bien, je pense qu'on est un petit peu, on sort un petit peu de notre thème. Ce qu'il est avant tout de travailler avec ce groupe spécial et faire des recherches les concernant et savoir quelles sont les différentes caractéristiques concernant ce groupe, la langue qu'ils parlent, leur niveau de connaissance. Vous trouverez tout cela en faisant une évaluation, hein, et sur ce groupe en particulier. Une fois que vous avez et vous en savez plus, hein, vous saurez comment toucher votre public et atteindre votre public. Donc, une fois que vous avez pu vous renseigner, vous allez pouvoir mieux vous préparer pour joindre et pour transmettre à ce public. Donc, c'est très important de faire des recherches. Vous ne voulez pas les offenser, surtout, hein. Vous ne voulez pas être mal compris par eux parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre leur manière de vivre, toutes les caractéristiques les concernant, qui sont des caractéristiques en général bien particulières. Merci beaucoup, Lindy Way. Nous avons une autre question
intéressante de Abril qui nous demande comment est-ce que vous encouragez les gens à participer? Est-ce que vous parlez d'argent? Oui, je dirais que là, c'est difficile. Quand il s'agit de cela, ce que vous devez faire, c'est parler avec le journal pour lequel travaille ce journaliste de manière respectueuse et lui dire que ce journaliste a refusé de couvrir un thème et m'a demandé de l'argent. Donc, à ce moment-là, le directeur du journal s'occupera de régler la question. Au Malawi, en tout cas, c'est une question d'éthique. Les journalistes n'ont pas le droit de demander de l'argent à un journal. Donc, ils ne sont pas supposés demander de l'argent pour publier un article ou faire sur un thème donné. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une autre question de Micheline qui demande: je veux savoir comment gérer lors d'une interview audiovisuelle. Comment gérer le stress? Excellente question. Eh bien, je crois que l'on ressent du stress que l'on n'a pas suffisamment préparé ce que l'on a à dire. Donc, je crois qu'il est très important de bien connaître le sujet, bien savoir ce que l'on attend de vous, ce que l'on va vouloir savoir, donc bien se préparer pour être plus détendu. Mais alors, même dans le cas où vous êtes préparé et que vous restez tendu, eh bien, vous pouvez mettre l'accent sur la vitesse à laquelle vous parlez. Vous pouvez parler plus lentement, ce qui va vous permettre d'être plus détendu. Je crois que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parler plus lentement, de façon plus détendue. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est de bien se préparer avant pour être plus en confiance. Et je crois que de toute façon, le journal d'être un peu stressé, et je crois que le journaliste fait bien son travail, tentera de vous mettre en confiance. Autre question d'Emmanuel Effa. De plus en plus, le langage résume les articles scientifiques. Est-ce que cela peut être une ressource utile, une approche spécifique pour présenter des informations un peu rebutantes? Alors, est-ce que vous pourriez répéter la question? Parce que je n'ai pas très bien compris le dernier terme, rebutals, c'est-à-dire les informations un peu plus rebutantes. Alors, est-ce que vous auriez un exemple à me donner d'informations que vous rebutantes? Parce que je ne suis pas compris la question. Vous pouvez me donner un petit peu plus de contexte, des exemples? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous offrir une réponse adéquate en l'état. Oui, merci. Alors, si vous pouvez préciser votre question. Nous en avons une autre en attendant de Grace qui demande: comment pouvez-vous corriger les journalistes? Ils font une mauvaise citation de vos propos. Eh bien, oui, vous pouvez les contacter pour leur signifier que la version qu'ils ont citée est incorrecte et vous pouvez leur communiquer la version correcte. Donc, le plus important, dans tous les cas, c'est de pouvoir vous adresser directement au journaliste pour lui communiquer la citation correcte
Et cela souligne encore une fois le besoin d'avoir de bonnes relations avec les journalistes pour, dans ce cas précis, corriger rapidement l'erreur. Très bien, merci. Nous avons une autre question de Neke. Comment vous assurez que la transcription du journaliste n'est pas erronée? Alors, ça rejoint la question précédente. Autre question des Elina. Alors, parfois, les reporters veulent publier avant même que le scientifique puisse vérifier ses propos. Effectivement, alors, bien souvent, la presse a une gestion du temps différente de la recherche, donc les reporters veulent publier le plus rapidement possible et veulent obtenir une interview ou une réponse des chercheurs le plus rapidement possible, ce qui n'est pas toujours compatible avec l'emploi du temps du chercheur. Alors, ça la rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est très important d'être joignable pour donner votre propre version avant que les journalistes s'en chargent pour vous. Donc, l'accessibilité, c'est un élément essentiel. Vous devez être accessible pour répondre à des entretiens, des questions. Rendez-vous disponible. C'est vraiment le message que je souhaite transmettre. Et puis, si vraiment vous ne pouvez pas répondre aux questions des journalistes ou honorer sa demande d'entretien, eh bien, dans tous les cas, il est important d'avoir construit au départ, au préalable, une bonne relation, une bonne communication avec le journaliste. Parce qu'alors, le journaliste fera de son mieux pour communiquer, pour obtenir les informations de votre part, vous donnera le temps nécessaire, respectera vos délais si la relation que vous avez su tisser avec lui est bonne. Eh bien, nous avons une autre question de David. Avez-vous des conseils sur la façon dont un chercheur peut communiquer ses résultats à une partie prenante qui généralement est habituée à transmettre des informations biaisées sur un certain sujet? Alors, tenez-vous-en à la vérité. En tout temps, en toute situation, tenez-vous-en également à des faits concrets, parce que tant que vous présentez aux journalistes la vérité, même si vous présentez la vérité, il est vrai que les journalistes le présenteront toujours à leur manière, mais si vous présentez des faits concrets avec des informations de contexte et tout ce qui peut appuyer, étayer votre version, cela réduit le risque de ces informations. Autre question de Romana. Elle demande, avez-vous déjà utilisé des cliniques de médias pour former les journalistes sur la façon d'établir des rapports sur la science? Alors oui, effectivement, nous organisons des réunions avec les journalistes, nous envoyons des présentations sur nos projets de recherche. Et nous essayons de communiquer régulièrement des informations pertinentes sur les résultats de nos recherches. Nous invitons des orateurs des universités qui offrent des formations aux reporters et nous leur apprenons
nous leur donnons des formations sur justement une rédaction adéquate dans le domaine de la science. Nous le faisons plusieurs fois par an. Thank you so much. Karen is asking, Merci. how can Karen scientists and journalists build trust between demande comment les scientifiques et journalistes peuvent se faire confiance mutuellement. I think she's basing her point or her question on the issue of journalists misquoting science. Et justement, elle fait référence à ce problème des journalistes qui citent de façon erronée les scientifiques. Eh bien, je crois que on en revient toujours aux questions de valeurs personnelles. Lorsque nos valeurs personnelles ont été vérifiées, tout s'arrange. Alors, comment? Eh bien, nous devons toujours communiquer la vérité, nous devons nous rendre accessibles, nous devons pouvoir répondre en toute situation aux sollicitations des journalistes et répondre de façon honnête, sincère, fondée. Et alors, par contre, bien sûr, si le journaliste en face n'obéit pas à n'a pas de valeurs personnelles, disons, effectivement, cela sera toujours difficile. Mais je crois que pour réduire les risques de mauvaises relations, de mauvaises citations, et pour réduire ces risques, il faut, dans la mesure du possible, construire une relation de confiance autant que possible. Donc. Alors, nouvelle question. Lorsque les informations ont fuité, eh bien, alors dans ces cas-là, nous avons une instance institutionnelle qui s'occupe de la communication de crise. Et lorsque les informations ont fuité dans les médias ou que des informations sont fausses, des informations qui circulent dans les médias, nous avons des protocoles et notamment nous entrons en contact avec le média et nous publions un communiqué correctif. Par chance, cela ne nous est jamais arrivé au cours des dernières années, mais c'est une situation pour laquelle nous sommes préparés. Nous avons un protocole à la matière. C'est le protocole que nous appelons de communication de crise. Et cela consiste principalement à émettre une déclaration, un communiqué de crise pour rectifier les informations et transmettre notre message. Très bien. Une nouvelle question de Benti. Dans le cas d'études innovantes, comment les scientifiques communiquent avec les journalistes dans le contexte d'une urgence publique? Et comment aligner la compréhension entre les scientifiques, journalistes et le public? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret, pratique. L'année dernière, vers février ou mars, lorsque l'on parlait partout du COVID-19, il y avait de nombreuses informations autour du vaccin et beaucoup de choses ont été dites sur le vaccin avec de nombreux points de vue qui s'opposaient. Et nous savions qu'il y avait beaucoup de questions autour de ces vaccins avec de nombreuses sources d'informations et d'informations fausses qui circulaient. Et donc, on a été contacté par des personnes qui cherchaient à entendre la voix d'experts sur les vaccins. Et nous n'avons pas choisi d'émettre un communiqué de presse, mais nous avons organisé un webinaire à la place
Nous avons invité des journalistes, un panel d'experts également, et nous avons donné un cours sur la façon dont les vaccins avaient été développés, comment ils étaient produits. Et donc, c'est l'approche que nous avons choisie, donc via un cours, une présentation à l'ensemble d'un groupe de journalistes pour leur donner l'opportunité de bien comprendre ce que nous avions à transmettre. Et je crois que ces personnes à l'issue de ce séminaire avaient une meilleure compréhension du sens, de l'objet de ces vaccins et de la façon dont ils étaient fabriqués également. Merci. Alors, dernière question. Pour revenir à la question d'Emmanuel à nouveau. Alors, disons qu'un journaliste, remet en question ce que vous dites. Eh bien, montrez vos faits, vos preuves, vos informations à l'appui des faits. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de présenter encore et toujours les faits, votre vérité, les informations à l'appui des faits que vous énoncez. Et il est probable que le journaliste finalement adoptera votre point de vue. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Tant que vous énoncez la vérité, tenez-vous-en toujours à votre vérité et elle finira par être entendue. Merci beaucoup. Nous avons épuisé les questions de la rubrique questions-réponses. Merci beaucoup, Lindy Wei, pour vos réponses et pour votre présentation. Je crois que tous les participants ont appris beaucoup de choses, et notamment sur l'utilisation du jargon. Je crois que le message a été transmis. Si vous utilisez du jargon, expliquez-le immédiatement. Donc, je ne peux que vous remercier pour votre présentation. Merci à tous pour votre participation également. Et comme je le disais au début de cette séance est enregistrée. Nous partagerons en ligne l'enregistrement et vous trouverez également d'autres ressources sur notre site web sur ce sujet. Par ailleurs, vous pouvez avoir droit à un certificat de participation, mais vous devez assister pour cela à au moins 80% de l'atelier et remplir le formulaire d'évaluation qui vous sera transmis par email après l'événement. Votre certificat vous sera ensuite automatiquement envoyé par email.